Aujourd'hui, John Tate nous propose le concours d'élégance de l'AMOC, le club des propriétaires d'Aston Martin, à Bletchingley. Puis direction Monza, où les Bentley Boys vont tenter de battre un record de vitesse. Bienvenue dans ces carnets secrets d'un passionné de l'automobile. C'est à la Plough, l'auberge du laboureur de Bletchingley, dans le Surrey, que se déroule cette année le concours d'élégance organisé par le club des propriétaires d'Aston Martin, l'AMOC. Le soleil est de la partie, ce qui ne fait qu'embellir encore les magnifiques automobiles que les membres de l'AMOC entretiennent amoureusement. Voici le modèle 1,5 litre à soupape latérale de 1924 de Christiansen, dans un état exceptionnel. Je me demande combien de véhicules de cette époque ont aujourd'hui l'air aussi fringants que celui-ci. Et manifestement, question propreté, l'intérieur n'a rien à envier à l'extérieur. Son propriétaire a fièrement installé l'écusson anniversaire de Silverstone sur le tableau de bord. John Ching d'Aston Martin, Ray Eves et Jim Burchell, les trois juges, passent en revue l'ensemble des participants. Jim Young distribue quelques conseils, à moins que ce ne soit des critiques, pendant que chacun peut admirer tous les styles de voitures, de la Bubble Car de Messerschmitt à une Jaguar Type C, en passant par une superbe Humber de 1924 appartenant à M. Lowe, à qui appartient vraisemblablement aussi le lapin. En gros plan, une Internationale de 1930, la Le Mans de Jim Young et Derek Grace, et deux autres modèles identiques côte à côte. Monsieur et Madame Threlfeld discutent météorologie. Et bien sûr, voiture. Ferrari. A great Ferrari outgunner. No, but it was. Toutes ces voitures sont bien sûr dans un état absolument impeccable et on sent à quel point elles sont amoureusement entretenues par leurs heureux détenteurs. Le moteur de la Mark II de Chambers est absolument rutilant. Les juges scrutent les voitures sous tous les angles. Et tandis que ces dames discutent des soldes d'hiver, ces messieurs évaluent leurs chances pour le concours d'élégance. J'admire une autre magnifique Mark II, celle de Williams, un modèle expérimental doté d'un moteur 2 litres à carter sec. L'Aston Martin Speed Model de Freeman. Raves, Ray Stokes et autres amateurs contemplent pendant que Jim Burchell additionne les points.
Derek Breeze parlent évidemment de leurs voitures respectives. Ça n'est pas de tout repos d'être juge. Il faut traquer les imperfections dans les recoins les plus inaccessibles et en vitesse, s'il vous plaît. Dans la catégorie élite, réservée aux modèles ayant déjà remporté un prix d'élégance, je découvre l'international de Derek Edwards. Sur d'autres modèles ayant remporté des prix, j'ai déjà vu des capots bien moins bien entretenus que celui-ci. C'est donc justice qu'il remporte le prix. Et revoilà notre juge, dont la cadence de travail ne semble pas vouloir faiblir. L'après-midi tire à sa fin, et pendant que tout le monde discute, j'en profite pour jeter un œil aux voitures d'après-guerre. Honneur aux dames. Je commence par la superbe DB2 de Gene Bloxham. Suivi d'une DB2-4 et d'une autre DB2. Et enfin, la DB2 de Ray Eves, récemment repeinte. Le tout sous l'œil manifestement blasé d'un habitué de la moque. Voici le casting par ordre d'apparition à l'écran. Une Bentley Speed 6 pilotée par Jerry Crozier avec Geoffrey Kramer comme copilote et Stanley Sedgwick, le propriétaire de la voiture, qui, lui, est au volant de sa Mark VI. C'est lui qui est à l'origine du projet, parcourir 100 miles, soit 160 km, en 1 heure sur la piste de Monza, à bord de ses vieilles Bentley. Il est le maître d'œuvre de toute l'expédition. Don McKenzie avec sa Bentley 3 litres et son copilote Derek Waller qui l'accompagne pour ce voyage en Italie. Fred Hoffman et Bob Gregory, qui conduiront le camion transportant les pièces de rechange, discutent avec Margaret et George Burton au volant d'une Bentley 4 litres 5. Bill Cook et sa Mercedes 300 SL fermeront la marche. Mon Aston Martin et moi sommes également du voyage. Première étape, le Touquet, que nous rejoignons par la liaison aérienne de Silver City. Et voici notre avion. À peine le temps de décoller que nous sommes déjà arrivés de l'autre côté de la Manche. C'est maintenant que l'expédition commence pour de bon, sous un petit crachin particulièrement agréable quand on roule en voiture découverte. Nous prenons la route de Reims. Le temps s'est remis au beau et notre convoi avance désormais beaucoup plus vite. Mais cela ne pouvait durer. Il faut s'arrêter pour changer une roue arrière sur la Speed 6, car un des rayons a cassé. L'arrêt est de courte durée et nous repartons pour rattraper la Mark 6 qui a filé devant.
C'est avec un infini plaisir que je retrouve ces petites routes de France et ces petits villages. Les passages à niveau ont la bonté de nous donner priorité. Nous nous arrêtons à Chaumont pour déjeuner. Et partout où nous passons, nos voitures ne manquent pas de susciter un grand intérêt. Après le repas, nous prenons la route de Vesoul, puis de Lure, pour arriver à la frontière suisse et rallier Bâle. Mais c'est malgré tout le train qui aura le dernier mot. Au milieu des 15 chevaux Citroën et autres 4 chevaux, notre convoi ne passe vraiment pas inaperçu. Alors que nous sommes toujours en Suisse, encore loin de Monza, un gros problème nous tombe dessus. Une fissure suspecte sur le cylindre numéro 1 de la voiture de George Burton. Nous décidons de la remorquer jusqu'en Italie, derrière le camion. Ici aussi, notre convoi attire un public curieux et émerveillé. Nous arrivons à plus de 1000 mètres d'altitude et la neige a fait son apparition. Il faut être un virtuose de la pédale d'accélérateur pour réussir à faire embarquer les voitures sur le train qui doit nous faire traverser les Alpes via le tunnel du Saint-Gothard. Nous allons devoir rester dans nos véhicules pendant le trajet. Une chance pour moi, mon Aston est couverte. Et dommage pour les autres. Heureusement, le trajet n'est pas long. Le voyage s'est déroulé sans encombre pour nous, mais pas pour Stanley Sedgwick et sa 4,5 litres qui n'arriveront à Monza qu'après maintes mésaventures, autour de minuit, remorqués par la Model 6. Nous faisons le plein de ce côté-ci de la frontière car l'essence est bien meilleur marché que du côté italien. Et nous voilà à Milan. Je suis ici en pays de connaissance car il y a déjà plusieurs années que je viens à Monza. Et chaque fois j'y fais étape. Le lendemain, il ne nous reste que 36 km à parcourir pour rejoindre le circuit. Geoffrey Kramer pilote ici sa Speed 6 dans le parc de Monza, qui était autrefois un domaine de chasse royale.
Nous passons sous le circuit, surpris par le calme qui règne ici, si différent de la cacophonie qu'on entend lors des Grands Prix. Nous utilisons une petite grue mobile pour soulever le bloc-cylindre du moteur 4,5 litres défaillant. Et nous nous mettons tout de suite à la tâche. Le doux soleil de printemps qui réchauffe le circuit facilite le travail de George Burton qui entreprend de déboulonner le moteur de la 4,5 litres. On a retiré les garde-boue, les phares et le pare-brise sur la Speed 6 et la 3 litres pour améliorer à la fois l'aérodynamisme et la sécurité. On refait le plein d'huile, tandis que Bill Cook prépare un autre genre de lubrifiant pour le reste de l'équipe. Jeff Kramer et Jerry Crozier s'occupent des 5 carburateurs Weber de la Speed 6. Le bloc-cylindre de la 4,5 litres est maintenant prêt à être déposé. Fred Hoffman, Bob Gregory et George Burton ne perdent pas une seconde car il faut que la voiture soit en état pour la course. On peut enfin mesurer l'ampleur des dégâts. Après un rapide examen à l'eau, on découvre une grande fissure en forme de T qui court du sommet du cylindre numéro 1 jusqu'entre les 2 premiers cylindres. Devant l'urgence de la situation, on décide d'effectuer une soudure. Mais comme c'est le lundi de Pâques, tout est fermé. On fera donc faire la réparation à Monza dès demain matin. Les voitures vont donc passer la nuit au paddock. Nous profitons de cette journée de vacances imprévue pour faire un petit tour à Milan, la capitale économique de l'Italie. Et en arrière-plan, on aperçoit le gratte-ciel Pirelli, le fabricant de pneus, qui domine la Piazza della Repubblica. Les dames qui nous accompagnent profitent de l'aubaine pour faire un peu de shopping. Pendant ce temps, à Monza, un mécanicien a accepté de réparer le bloc endommagé. Une fois la réparation effectuée, il faudra travailler toute la journée et une partie de la soirée pour remonter le moteur de la 4,5 litres. Mercredi. Aujourd'hui, nous sommes les maîtres du circuit. Après des mois de préparation, le grand jour est enfin arrivé. Derek Waller prépare le panneau d'affichage. On fait le plein. Pendant ce temps, Andy, notre homme à tout faire, s'assure que la piste est bien déserte.
Jerry Crozier s'élance, tandis que George Burton tourne autour du paddock pour voir si la soudure effectuée la veille tient le coup. La Speed Six fait son retour pendant que Sid West vérifie les pneus compétition et les roues que Dunlop a expédiées en Italie, tout exprès pour nous. On surveille soigneusement les températures, mais le temps est frais. Pas de problème donc, mais on vérifie tout de même la pression des pneus régulièrement. Du haut d'une des tours d'affichage des scores, je jette un œil au stand et à la ligne droite qui passe devant. À ma droite, on devine les tribunes. Derrière moi, la piste fait une patte d'oie. À gauche, le circuit routier vers la Curva Grande et l'Esmo. À droite, le nouveau circuit de vitesse au virage relevé. Je décide de découvrir le circuit tel que les pilotes le voient. Après les stands, on s'engage dans le virage nord. Le revêtement est une simple couche de béton et les raccords sont un peu durs. Mais je tourne à environ 195 km/h. Et en plus, faire le tour en Aston avec des pneus gonflés à 25 kg est beaucoup plus confortable qu'avec une Bentley. Même les portions à l'origine en gravier goudronné sont inconfortables. Il faut dire qu'elles ont été largement rapiécées. Le circuit fut inauguré le 28 août 1922, mais l'anneau de vitesse qui existait à l'origine a été partiellement démoli pour être reconstruit en 1955. La sécurité a toujours été le souci principal des responsables, mais Monza a connu son lot d'accidents mortels. En 1928, Materassi trouve la mort quand sa Bugatti sort de la route, tuant 27 spectateurs. Un accident identique coûte la vie à Philippe Étancelin et à 3 spectateurs en 1931. Borzacchini et Campari, puis le comte Tchaïkovski, périssent également en 1933, Ascari en 1955, la liste est longue. Les dames qui nous accompagnent et qui se sont offert une séance de lèche-vitrine la veille en ville, papotent de la mode italienne en attendant que les choses sérieuses commencent vraiment. George Burton s'élance pour un tour d'essai. Malheureusement, le 4e cylindre refuse obstinément de fonctionner. Pourtant, même sur 3 cylindres, il parvient à effectuer le tour à une moyenne de 176 km/h. Mais maintenir cette cadence pendant 1 heure relève pour l'instant de l'utopie. Puis vient le tour de la Speed Six. Jerry Crozier n'a vraiment pas froid aux yeux. Il roule à un train d'enfer autour du circuit bétonné pendant 4 tours. Puis, après avoir monté des bougies plus chaudes, Don McKenzie s'élance au volant de sa 3 litres. Sur son panneau, Bill Cook indique le temps écoulé et la vitesse moyenne. Mary et Derek Waller vérifient les temps cumulés. Depuis le sommet de la tour d'affichage, j'ai une vue plongeante sur la 3 litres que Don lance à pleine vitesse dans la ligne droite des stands. Avant d'entamer le virage nord.
Imperturbable, son chapeau sur la tête, Bill Cook montre au pilote le panneau à chaque fin de tour. Une demi-heure s'est écoulée, et même si elle n'est pas parvenue à franchir la barre fatidique des 160 de moyenne, la 3 litres tourne comme une horloge. Don McKenzie tourne en revanche plus lentement et doit s'arrêter au stand au bout de 40 minutes. On pense tout d'abord que le problème est dû à une pédale défectueuse, mais un examen plus minutieux permet de découvrir une soupape cassée. Don se met tout de suite au travail. Les bougies de la Speed 6 ont été changées et Jerry Crozier s'apprête à retourner sur l'anneau. Au début, tout se déroule pour le mieux. La Bentley tourne à merveille. 118 miles à l'heure indique le panneau de Bill après les premières minutes. Voilà des débuts pour le moins encourageants, surtout si la voiture arrive à maintenir une telle cadence. Même les dames ont compris que le temps de Jerry est prometteur et elles commencent à s'intéresser à ce qui se passe sur le circuit. Mais la vitesse recommence à baisser jusqu'à ce qu'ils doivent s'arrêter, lui aussi en raison d'une soupape défectueuse. Il est trop tard pour réparer avant le coucher du soleil. Toute l'équipe est très déçue car la voiture se comportait à merveille, même à grande vitesse. George Burton ne se laisse pas pour autant décourager et s'élance pour un dernier essai. Mais peine perdue, malgré tous ses efforts, il doit lui aussi renoncer. Pendant ce temps, dans le paddock, Don McKenzie s'attelle à la tâche. Heureusement qu'on prend soin de lui, pendant que lui s'occupe du moteur de la 3 litres. Dennis Jenkinson, le fameux Jenks du magazine Motorsport, qui semble avoir le don d'ubiquité, se penche lui aussi sur la voiture. Notre ami Andy, qui travaille à l'autodrome de Monza et nous a été d'une aide précieuse, discute avec Bob Gregory. Les stands vides bordent la piste déserte. L'après-midi touche à sa fin. La 3 litres va être réparée juste à temps pour la course. Don McKenzie et Fred Hoffman ont travaillé d'arrache-pied pour préparer la voiture en à peine 3 quarts d'heure. Et celle-ci peut à nouveau s'élancer sur le circuit.
les spectateurs, la tension est de plus en plus palpable au fur et à mesure que défilent les tours. Don tourne à vitesse régulière et l'aiguille avance inexorablement sur le panneau de Bill. Mais pour l'instant, Don est en dessous du temps moyen qu'il doit réaliser pour battre le record. Le suspense est à son comble. Mais hélas, il a beau passer en trombe dans la ligne des stands, le chrono refuse toujours de se montrer compréhensif. Et puis c'est la tuile. Une autre soupape vient de lâcher sur la 3 litres. Mais Don décide de continuer quand même, sur 3 cylindres seulement, au risque de voir la soupape cassée bloquer les pistons. La nuit commence à tomber et les dernières minutes de l'heure s'écoulent tout doucement. Et c'est terminé. Don McKenzie a parcouru un peu moins de 145 km après une véritable bataille contre la mécanique qui en aurait certainement découragé plus d'un. Mais Don appartient à la grande tradition des pilotes Bentley. Le silence retombe sur les anciennes chasses royales de Monza. La piste est maintenant déserte, mais nous reviendrons, car nous en sommes sûrs, un jour, on y arrivera. De retour en Angleterre, nous nous retrouvons ce dimanche 20 avril 1958 pour un nouveau rallye du Club des propriétaires d'Aston. Dans tout le sud du pays, les voitures partent tôt ce matin-là. Elles ont toutes rendez-vous à Guildford, à côté d'un pub, pour prendre le départ d'une des grandes rencontres annuelles organisées par le club. Destination ? Mystère. Il est question de traverser les South Downs pour atteindre la mer. On verra bien. Tous les modèles sont de la fête, version conduite intérieure, cabriolet, toutes les époques et tous les styles. Et même si ce n'est pas une course, on ne se fait pas de cadeaux lors de dépassements parfois un peu osés. Et un nouvel arrêt pub. Mais que fait donc cette Austin A35 au beau milieu du convoi? Enfin, nous touchons au but. Beaulieu, qui accueille depuis peu le Musée national de l'automobile.
Lord Montagu, dont le père a fait découvrir à la monarchie britannique les plaisirs de la conduite automobile au début du siècle, a installé son musée parmi les prieurés et les manoirs, au beau milieu de la propriété familiale qui borde la Solent. On y trouve en permanence tous les véhicules marquants de l'histoire de l'automobile britannique. Les membres du club en profitent pour faire le tour du propriétaire et admirer la splendide architecture du lieu. Pour un peu, ils en oublieraient presque les voitures. Les principaux membres du club des propriétaires d'Aston Martin ont bien sûr tous répondu présents à l'appel. Trop tard, cher ami, vous êtes déjà dans la boîte. Jim Young est bien sûr de la fête. Tout comme Ray Eves, qui pipe au coin des lèvres, en profite pour lézarder au soleil. Allons, madame, ne soyez pas timide. Il est temps de repartir. Nous contournons la ville de Winchester parmi les Morris Minors, les A35 et autres Hillman Minks. Merci, mon Dieu, d'avoir créé Aston Martin. La prochaine fois, nous assisterons au Grand Prix de Formule 1 de 1958, en commençant par celui de Monaco, où les voitures de Rob Walker termineront aux premières et deuxièmes places. Nous irons ensuite à Spa pour le Grand Prix d'Europe avec un autre grand succès britannique. À bientôt donc pour un nouvel épisode des Carnets secrets d'un passionné de l'automobile.